Un samedi, vers 15h de l'après-midi, vous vous apprêtez à étendre le linge dans votre buanderie et vous tombez sur ça. Vous voyez de quoi je parle? Cet objet, acheté un jour, monté le lendemain pour les plus courageux, utilisé le surlendemain pour les vrais déterminés, puis abandonné. Année après année, on ressent un certain malaise. À chaque fois qu'on passe devant, on se dit « Putain, ce truc prend vraiment de la place ». Ce malaise, ce vide permanent que le système essaie à tout prix de nous faire combler, n'est pas un bug de votre part. C'est le cœur même de ce qu'un penseur français, Jean Baudrillard, a appelé la société de consommation. Aujourd'hui, on va décortiquer cette mécanique infernale, et on verra qu'il existe peut-être une sortie de secours. Et qu'il y a en effet ce que vous disiez tout à l'heure, c'est une espèce de tautologie de la réussite. Qu'est-ce que c'est que la réussite, quoi, finalement? Si on se pose la question, c'est vraiment présenter les signes de la réussite, essayer de compiler et d'arriver à accumuler les signes de la réussite qui... Baudrillard part d'une observation toute simple. Dans nos sociétés modernes, les objets ne servent plus à être utilisés, ils servent à signifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un exemple ultra concret. Les sneakers. Une paire de baskets, normalement, ça sert à marcher, vous êtes d'accord avec moi? À protéger nos pieds ou éventuellement à courir si on est motivé. Mais vous me voyez venir, aujourd'hui, personne n'achète des Jordan 1 Retro pour leur confort. On les achète parce qu'elles signifient quelque chose. Elles disent « Je suis dans le game, je connais la culture streetwear, j'ai 200 balles à claquer dans des pompes ». Même chose pour Tesla. Oui, c'est une voiture, mais elle signifie « Je suis écolo conscient » et surtout riche. Elle dit quelque chose de son propriétaire, elle le positionne socialement. C'est ce que Baudrillard appelle la valeur signe. L'objet vaut moins pour ce qu'il fait que pour ce qu'il dit de toi. Et c'est là que ça devient vicieux, parce que du coup, on n'achète plus des objets pour répondre à nos besoins. On achète des objets pour se différencier, pour se positionner dans l'échelle sociale. Le sac Hermès à 10 000 €, il porte les affaires évidemment comme un sac à 20 balles. L'iPhone dernière génération qu'on achète alors que notre ancien fonctionne encore parfaitement, il dit « Je suis à jour, je ne suis pas has-been ». Le premier point est donc celui-ci. On ne consomme plus des choses, on consomme des signes. Mais Baudrillard va encore plus loin et c'est là que ça devient vraiment flippant. Il nous dit, dans la société de consommation, on a fini par remplacer le réel par des simulacres. C'est-à-dire des copies, des images, des représentations qui deviennent plus vraies que le vrai quelque part. Je vais vous donner un exemple. Vous partez en voyage, vous arrivez à un endroit magnifique. Première réaction, sortir le téléphone et prendre 50 photos pour Instagram. Alors on s'invente que c'est pour s'en souvenir, etc. Mais la vérité c'est que c'est pour les montrer. Pour que les autres voient que vous y étiez. On choisit des destinations parce qu'elles sont instagrammables. On ne va pas à Santorin pour Santorin, on y va pour la photo devant les maisons bleues. La copie, l'image Instagram est devenue plus désirable que l'original. C'est ce qu'appelle Baudrillard l'hyper-réalité. Un autre exemple est donné par les influenceurs. Leur vie entière est une mise en scène. Tout est calculé, scénarisé, édité. Leur matin routine, leur petit déj healthy, leur moment de détente, rien n'est spontané, tout est simulacre. Et nous, on consomme ces simulacres. On les imite. On essaie de reproduire des vies qui n'existent pas. Baudrillard dirait « on a tué le réel ». On vit dans un monde de signes, d'images, de représentations, et on a fini par oublier qu'il y avait quelque chose avant. Bon, à ce stade, vous vous dites peut-être « Ok, on consomme des signes, des images, mais au moins, ça répond à nos besoins, non ?» Eh ben, non, justement. Et c'est là que Baudrillard nous balance sa vérité la plus brutale. Dans la société de consommation, on ne satisfait pas des besoins, on les crée. Réfléchissez à l'achat de votre dernier téléphone, ou à celui de vos amis. Aviez-vous besoin d'un nouveau téléphone? Mais je veux dire vraiment, est-ce qu'il était vraiment mort le téléphone? Ou bien est-ce que c'est Apple qui, avec ses pubs sublimes, son image, son design qui rend l'ancien modèle has-been, vous a fabriqué ce besoin? Quentin avait-il besoin de cette nouvelle paire de baskets? Ou est-ce que c'est la drop limitée, le marketing du seulement 500 exemplaires, les influenceurs qui les portent, etc., qui ont créé ce désir chez lui? Le système a besoin, littéralement besoin, que vous ne soyez jamais satisfait. Si un jour on se dit collectivement, bon bah j'ai assez de fringues, j'ai assez de matos, je suis bien là. Le système s'effondre. C'est pour ça qu'on a inventé l'obsolescence programmée. Votre imprimante qui meurt pile après la garantie, c'est pas un hasard. C'est pour ça qu'on a instrumentalisé les modes, pour que vos fringues de l'an dernier deviennent ringardes et que vous en rachetiez. C'est pour ça qu'on a inventé des dates de péremption débiles, des mises à jour qui rendent les systèmes obsolètes, etc., etc. Le système a besoin de votre frustration permanente. Baudrillard le dit avec une clarté terrifiante. L'abondance n'est pas l'opposé de la rareté, c'est sa fille. L'abondance ne nous libère pas, elle nous enchaîne dans une course sans fin, et c'est une machine à fric formidable pour tous les marchands. Et voilà le paradoxe ultime de ce système, le coup de génie marketing le plus pervers. La société de consommation nous vend de l'individualité en masse. Just do it.
Sois toi-même, affirme ta personnalité et dépasse tes limites. Cet été, on accueille le monde entier chez McDo, Mickey D's, McDonald's, bienvenue comme vous êtes. On nous vend de la différenciation en série. D'ailleurs, je trouve toujours très parlant le souhait de notre génération d'avoir des prénoms originaux, uniques et souvent de goût assez douteux. Quand il y a des dizaines d'années, le fait qu'il y ait 4 ou 5 maris par classe n'étonnait personne. Pire encore, Baudrillard montre que la consommation a remplacé les liens sociaux. Cet individu, là, lui aussi, il disparaît un petit peu, dans la mesure où il est là, avec toutes les possibilités de contrôle, hein, l'information, tout, il a tout. Au fond, il n'a plus besoin de rencontrer personne, hein, il est proprement identique à lui-même. Il n'y a plus besoin d'autre, parce que le même peut exister dans sa bulle, grâce à tous les moyens techniques de vivre seul. Ça équivaut à un isolement, au sens où le sujet peut être coupé du monde, coupé des références, coupé de l'autre et tout, et exister purement, virtuellement comme ça, au milieu de sa nébuleuse technologique, quoi. Avant, on construisait son identité à travers notre famille, notre métier, notre communauté, nos amitiés réelles. Aujourd'hui, notre identité est représentée par notre fil Instagram. Dis-moi ce que tu consommes et je te dirai qui tu es. On ne se définit plus par ce qu'on fait, par ce qu'on crée, par les gens qu'on aime, on se définit par ce qu'on possède, ce qu'on affiche et ce qu'on consomme. L'être s'est dissous dans l'avoir, et l'avoir lui-même n'est plus qu'un signe vide. Ok, maintenant qu'on a compris la mécanique, posons-nous la vraie question, comment on fait pour ne pas se faire bouffer par ce système? Vous avez un smartphone, vous êtes sur internet, vous vivez dans ce monde. Alors le discours de la totale déconnexion ou du vivre en autonomie complète, c'est joli sur le papier, mais pour 99% des gens, c'est pas réaliste. Ce qu'il faut, c'est comprendre les armes que le système utilise contre nous et apprendre à s'en protéger. La première, c'est la publicité ciblée et le profilage. Le système vous connaît, il sait ce que vous regardez, il sait ce que vous aimez et ce que vous cherchez. Il utilise ces données pour vous envoyer la pub au bon moment, celle qui va déclencher l'achat impulsif. La riposte est simple, bloqueur de pub, sans pitié, c'est gratuit et ça marche. On désactive les ciblages publicitaires sur Google, Facebook et Instagram et on part en guerre contre la pub. Quand vous écoutez la radio, ne laissez même pas la pub effleurer votre cerveau. Vous coupez le flux publicitaire, vous coupez 80% de la manipulation. La deuxième chose, c'est de lutter contre l'urgence artificielle. Quand on vous dit qu'il n'y en a plus que 2 en stock, que l'offre est limitée à 24 heures seulement, etc. Le système crée de l'urgence artificielle qui vous fait peur de rater quelque chose. Elle exploite votre peur de l'exclusion. La riposte, c'est ce qu'on appelle la règle des 48 heures. Tout ce qui vous tente, vous attendez 48 heures avant de l'acheter. Si dans 48 heures vous en voulez encore, ok. Mais 90% du temps, vous aurez oublié. Se rappeler que s'ils ont vendu ce truc une fois, ils le revendront. Les pseudo-ventes ultra limitées, c'est du marketing. Rien n'est jamais vraiment épuisé dans le monde du capitalisme. Rappelez-vous, il y a des marchands, des bourgeois qui passent leur temps à imaginer comment ils peuvent rentrer dans votre cerveau. Ne les laissez pas faire. Dès que vous voyez une communication commerciale, vous la dégagez de votre cerveau, vous n'y prêtez pas attention. Troisième point, la comparaison sociale permanente. Instagram, TikTok, LinkedIn sont des machines à comparaison sociale. On voit la vie parfaite des autres, qui est un simulacre, on l'a vu, et on se sent nul. La riposte, bien sûr, c'est une limite drastique du temps sur les réseaux sociaux. On arrête de suivre sans pitié tout ce qui nous fait sentir en retard ou pas assez. Les influenceurs, les pages lifestyle, toutes ces merdes. On se rappelle que personne ne poste ces moments de merde. Ce que vous voyez, c'est juste les 1% de leur vie les plus retouchés et les plus mis en avant. Ensuite, il faut lutter contre la dopamine du clic. Acheter en ligne, c'est beaucoup trop facile. Un clic et c'est commandé. Votre cerveau adore ça, dopamine instantanée. Le problème, c'est que cette facilité court-circuite totalement votre capacité à réfléchir. These are $3. Uno, dos, tres. I will buy one. Cause why the hell not? Une astuce pour ça, ça peut être de juste retirer votre carte bancaire enregistrée sur le site. Comme ça vous oblige à aller chercher votre carte à chaque achat. Ça ajoute une friction, et la friction, ça vous laisse largement le temps de réfléchir. Ensuite, on a la technique du panier d'attente. Vous mettez tout dans votre panier, mais vous validez jamais immédiatement. Vous revenez 2 jours après, règle des 48 heures. Pour ce qui est des courses, il y a 2 trucs. Le premier, c'est de payer en cash. Vous allez voir, on brûle beaucoup moins vite. Ensuite, quand vous allez au supermarché, faites le même trajet tout le temps. Vous devez tout faire pour passer le moins de temps possible dans cet enfer sur Terre, ce temps de la surconsommation. Et enfin, l'isolement atomisé. Le système préfère que vous soyez seul. Un consommateur isolé, c'est un consommateur vulnérable. Sans communauté pour vous ancrer, vous êtes une cible facile. La riposte, c'est de construire des liens réels, pas seulement virtuels. Rejoindre une association, un club, un groupe de sport, une chorale, n'importe quoi, mais du réel. Faire des vraies activités de la vraie vie ensemble, au lieu d'acheter seul dans son coin. Réapprendre à faire au lieu de consommer. Cuisiner, bricoler, coudre, jardinier. Chaque compétence que vous acquérez, c'est une dépendance en moins au système. Bref, je vous dis pas de vivre dans l'ascétisme et de vous flageller à chaque achat. Ce que je vous dis, c'est de reprendre le contrôle. Chaque fois que vous réparez au lieu de jeter, chaque fois que vous partagez au lieu d'acheter, vous faites pas juste une économie, vous posez un acte politique. Vous recréez du lien organique,
vous faites sécession avec le désordre marchand. Alors voilà, on pourrait s'arrêter là et se dire que c'est foutu, que le système de consommation nous a eu, qu'il n'y a pas d'issue, etc. Mais en réalité si, parce que ce que Baudrillard nous montre, au fond, c'est que tout ça repose sur l'acceptation d'un cadre. Le cadre bourgeois, matérialiste, où la seule valeur qui compte est l'accumulation. Mais il existe d'autres façons d'organiser une société, d'autres valeurs et d'autres priorités. Le monde que nous défendons est le monde où ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on possède, mais ce qu'on transmet. Un monde où l'enracinement dans une communauté, un territoire, un métier, compte plus que l'accumulation des signes vides. Un monde où les corps intermédiaires, la famille, le métier, la commune et les corporations nous protègent de l'atomisation consumériste. Un monde où le bien commun prime sur le profit individuel. Ce monde, nos ancêtres l'ont connu, sous d'autres formes, mais ils l'ont connu, et c'est à nous de le réinventer pour demain. Et peut-être qu'au lieu de foncer tête baissée vers toujours plus de consommation, toujours plus de croissance, toujours plus de vide, on pourrait se rappeler qu'il existe d'autres chemins. Des chemins où l'être humain n'est pas réduit à son pouvoir d'achat. Des chemins où la vie a un sens qui dépasse l'achat compulsif. En tout cas, une chose est sûre, Baudrillard nous a ouvert les yeux. À nous de décider si on reste dans la matrice consumériste, ou si on ose en sortir. Si vous aimez cette vidéo, qu'elle vous intéresse ou qu'elle vous apprend des trucs, n'hésitez pas à vous abonner.